D'innombrables experts prédisaient unanimement un nouveau Vietnam, un nouvel Irak, un nouvel Afghanistan, un nouveau Venezuela. C'est la fin pour Trump, disait-on-il. Il s'est embourbé, enlisé, empêtré, enfin, il a plongé l'Amérique dans un nouveau cauchemar. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous allez apprendre beaucoup de choses intéressantes, dont nous parlerons un peu plus tard. Est-ce vrai ce que tous les experts nous prédisaient d'une seule voix ? Est-ce que cela se passe vraiment comme ils l'avaient promis ? Dans le pays voisin où les chars américains ne sont pas entrés, où les missiles américains ne sont pas tombés. Dans les rues de cette terre et dans ces jungles, il n'y avait pas de combat sans fin avec des centaines de milliers de morts et de blessés. Une opération éclair suivie d'une proposition à celle qui, en cas de départ du président, devait justement le remplacer, c'est-à-dire à la vice-présidente de ce même pays. Silence. Mais quel genre de silence ? Un silence orageux avant la tempête ou le silence docile des moutons. Pour comprendre, regardons CBS, une chaîne autrefois très à gauche, mais qui adopte maintenant une position plus objective, plus centriste, je dirais. Elle y a envoyé une correspondante. Voici le résultat de son travail d'une semaine au Venezuela. Mais l'espagnol est sa langue maternelle, donc pour elle, il n'y avait aucun problème, comme on dit, pour parler avec les gens, faire des interviews, communiquer et comprendre la situation. Sous-titre: 2 mois après la destitution de Nicolás Maduro, une transformation politique rapide est en cours au Venezuela. La semaine dernière, le président Trump a salué la coopération de la présidente par intérim Delcy Rodríguez lorsque les États-Unis ont annoncé la reprise des relations diplomatiques avec le Venezuela. L'administration Trump s'est concentrée sur le potentiel pétrolier du pays. La correspondante nationale de CBS News, Lilia Luciano, est en direct de Caracas. Elle suit cette histoire. Bonjour Lilia, vous avez parlé à des habitants et passé du temps sur place. Quelles sont les nouveautés ? Quel est actuellement le climat politique et social au Venezuela ? Eh bien, Earl, je suis ici depuis une semaine. Ce n'est pas ce à quoi nous nous attendions après avoir entendu les menaces du président Trump et de la Maison-Blanche contre Nicolás Maduro. Puis, le jour le plus dramatique, nous avons observé pendant des heures comment cela se déroulait au milieu de la nuit. Quand il a été capturé, amené aux États-Unis, où il est toujours en prison. Le plus important, c'est ce qu'elle a dit. La situation et l'état d'esprit du pays ne sont pas du tout ce que nous avions imaginé. Alors, que se passe-t-il ? Et qu'est-ce qui ne se passe pas alors que tout le monde s'y attendait et le supposait ? Jamais nous n'aurions pensé que tout serait aussi calme. J'ai discuté avec des experts, des passants et des personnes des deux côtés de la barricade. Les personnes qui soutiennent Maduro me disent qu'elles attendent tout d'abord son retour et qu'elles font également confiance à Delcy Rodríguez, qui était la vice-présidente de Maduro. Une figure très importante et en vue du régime, impliquée dans toutes les répressions et tout ce pourquoi les gens ont voté. Pour Edmundo González Urrutia, à nouveau en 24, vous vous souvenez peut-être ? C'est le candidat qui s'est présenté en 24 lorsque María Corina Machado a été écartée. Toutes les structures de pouvoir, sauf Nicolás Maduro et quelques fonctionnaires, restent au pouvoir ici. Personne parmi ceux qui ont travaillé avec Nicolás Maduro n'a été arrêté ni remplacé. L'armée. Donc cela n'a aucun sens de résister. Contre qui en fait se battre ? Personne n'arrête les politiciens la nuit. Vous direz que tout est comme avant, mais non. En réalité, c'est tout le contraire. Mais il n'y a ni guerre, ni révolution, ni contre-révolution. Parce qu'il n'y a personne contre qui se battre. Il n'y a pas d'adversaire. Au sommet des Amériques, Trump... Pour la première fois, il a évoqué Rodríguez, qu'il n'a pas invité à ce sommet pour des raisons déjà expliquées. Il ne l'a pas appelée présidente intérimaire ou de transition, il a simplement dit la présidente Rodríguez. Le monde entier l'a remarqué. Tout le Venezuela l'a remarqué. Et l'opposition, me demanderez-vous, ainsi que les personnes élues légalement mais écartées du pouvoir par Maduro à l'époque. Et ceux qui sont en prison, écoutez la suite. Vous allez trouver cela intéressant. Il faut comprendre comment agit un grand homme, le président des États-Unis, Donald J. Trump. Tout est simple, logique. Mais si tout est si simple, pourquoi personne n'a agi ainsi auparavant ? C'est simple quand au moins quelqu'un l'a fait, et alors tout devient simple et clair pour tout le monde. Avant cela, ce n'était ni simple ni clair.
Donc les personnes qui soutiennent Maduro sont heureuses de soutenir Rodriguez. Le président Trump a maintenant reconnu Delcy Rodriguez non seulement comme présidente par intérim ou temporaire, mais comme la véritable présidente du Venezuela et il a salué son travail. De l'autre côté, il y a des personnes qui soutiennent María Corina Machado et l'opposition. Regardez, ces personnes disent non, y compris des prisonniers politiques libérés après l'arrivée de Maduro. Autrement dit, des prisonniers politiques ont été libérés des prisons, mais personne dans la presse américaine n'en parle. Ils affirment être patients, se préparer à une future démocratie, mais comprennent et espèrent que cette transition était nécessaire pour préserver la paix. Et ils espèrent que les États-Unis, que le secrétaire d'État Marco Rubio continueront de les soutenir, que le président Trump continuera de rencontrer María Corina Machado, la dirigeante de l'opposition qu'il a déjà rencontrée. Vendredi dernier, la veille du jour où il a nommé Delcy Rodriguez présidente de ce pays. Donc Trump, la veille du jour où il a nommé Rodriguez présidente, a convoqué la dirigeante de l'opposition et lui a expliqué ce qu'il comptait faire. Et il a apparemment obtenu le soutien total de l'opposition, qui ne veut pas non plus de chars dans les rues de Caracas, ni de cadavres partout dans la ville. Mais regardons la situation du point de vue des intérêts des États-Unis. La première tâche est d'arrêter la drogue qui vient du Venezuela vers les États-Unis. Les États-Unis d'Amérique. La deuxième tâche est d'arrêter le pétrole qui va en Chine. La troisième tâche est d'empêcher une guerre civile d'éclater et, à plus long terme, de ramener le Venezuela vers, disons, la démocratie, le libre marché, le capitalisme. Et enfin, bien sûr, c'est détruire les cartels. Voyons cela. Les drogues ont été stoppées temporairement. Nous verrons la suite. Le pétrole est sous contrôle américain. Le Venezuela reçoit déjà de quoi survivre. La production de pétrole dépasse ce que la Chine leur fournissait. Les États-Unis ont aussi fait venir des experts et investisseurs pour doubler cette production et influencer les prix mondiaux. Il n'y a pas de guerre civile ni de résistance contre les États-Unis. Mais que va-t-il se passer ensuite ? Eh bien, croyons que Trump a prouvé qu'il sait ce qu'il fait, parce qu'aucune prédiction ne s'est encore réalisée. Espérons qu'elles ne se réaliseront pas à l'avenir. Ce n'est pas de la folie car tout est très calme, mais c'est l'option la plus folle compte tenu de tous les scénarios dont nous avons entendu parler par les experts avant la capture de Maduro. Enfin, la dernière chose que disent les partisans de Maduro, regardez, ce n'était pas une invasion avec des troupes américaines sur le terrain ou des bombardements massifs ou quelque chose de ce genre. Lilia dit que personne ne s'attendait à ce que Trump mène cette opération avec autant de sagesse, dans laquelle il a obtenu ce qu'il voulait, ce qui était sa mission. Sans missiles, sans avions, sans tir ni massacre. La stratégie en Iran, bien sûr, est différente, mais les éléments constitutifs sont similaires. Nous ne cherchons pas à changer le régime, c'est l'affaire du peuple iranien. Ce que nous voulons, c'est que l'Iran renonce à la fabrication d'armes de destruction massive. Cela inclut les armes nucléaires, biologiques, chimiques, ainsi que les vecteurs de ces armes de destruction massive sur de longues distances. Des missiles de moyenne et longue portée. Deuxièmement, arrêter les livraisons de pétrole à la Chine. C'est bien ça, n'est-ce pas ? Troisièmement, libérer les prisonniers politiques. Et l'arrêt total du financement du terrorisme. Bien sûr, nous aimerions un changement de régime, mais ce n'est pas l'objectif de nos actions en Iran. Après l'exécution de 35 000 manifestants non armés en Iran, nous aimerions que ceux qui ont commis ces actes soient tenus pour responsables. Mais encore une fois, c'est ce que nous souhaiterions, mais ce n'est pas l'objectif de notre opération. Nous faisons une distinction très claire entre nos souhaits et les objectifs que nous fixons à l'armée. Allons-nous aider l'opposition ? Eh bien, cela dépend de ce que vous entendez par aide. Je ne pense pas qu'on va voler en hélicoptère et tirer sur les troupes gouvernementales. Au contraire, nous allons essayer, regardez le cas du Venezuela, d'empêcher que cela n'arrive, d'éviter les affrontements et les meurtres. Mais si l'opposition le souhaite, elle fera ce qu'elle décidera. C'est d'ailleurs une leçon aussi bien pour l'Ukraine que pour la Russie, où l'on n'arrive toujours pas à comprendre que Trump est un phénomène, et non le pouvoir. Il est le reflet de leurs propres pensées et idées. Le phénomène appelé Trump veut la fin du carnage et non un changement de pouvoir. Lui, sans doute, il ne lui est pas indifférent de savoir qui sera aux commandes, là-bas, Rodriguez ou là, l'opposition.
Mais il n'ira pas faire la guerre pour rétablir la justice, telle qu'elle est comprise par les Ukrainiens, les Russes, les Iraniens ou les Vénézuéliens. Qu'il y ait Poutine à Moscou, qu'il y ait Zelensky à Kiev ou leurs successeurs, leurs adversaires, ce n'est pas l'affaire de l'Amérique, estime Trump. Nous avons une préférence, mais rien de plus. La tâche en Ukraine est d'arrêter la guerre, de consolider le statu quo et d'essayer de garantir ce statu quo pour une période suffisamment longue. Mais ni les Ukrainiens ni les Iraniens ne comprennent cela. Ils pensent dans d'autres catégories. Voici le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, Ioannis Abbas Aragamovitch, j'espère avoir bien prononcé son nom de famille, après les bombardements de l'île fortifiée d'Ormuz. Le ministre des Affaires étrangères Arakchi, Monsieur le ministre des Affaires étrangères Arakcho, merci beaucoup pour votre temps ce matin. Je voudrais commencer par la nouvelle de la nuit selon laquelle les États-Unis ont lancé une frappe militaire sur l'île de Karg. Le président des États-Unis a déclaré que, par souci de décence, il avait décidé de ne pas détruire toute l'infrastructure pétrolière de l'île. Cependant, si l'Iran ou quiconque entreprend une action qui entrave le passage libre et sécurisé des navires par le détroit d'Ormuz, je reconsidérerai immédiatement cette décision. Permettez-moi de commencer par une question sur ce qui s'est passé sur l'île de Karg et sur la réaction de l'Iran à ces frappes. Eh bien, merci beaucoup. De m'avoir invité. Je pense que nos forces armées ont déjà répondu qu'elles prendraient des mesures de rétorsion si notre infrastructure pétrolière et énergétique était attaquée. Et vont-ils attaquer toute infrastructure énergétique dans la région qui appartient à une entreprise américaine ou dont une entreprise américaine est actionnaire? Une entreprise américaine ou une entreprise américaine, c'est secondaire. Cela me rappelle une histoire que ma femme m'a racontée un jour. En Crimée, il y a très longtemps à l'époque soviétique, un bon groupe de personnes s'est réuni dans le hall d'un hôtel. Rada Volchedinova, si vous vous souvenez d'elle, le cosmonaute Sevastianov, Yossif Kobzon, Snaily, ma femme, qui n'était pas encore ma femme à l'époque, et, il me semble, Kyo. Le gardien refusait de mettre l'ascenseur en marche, disant qu'après minuit, l'ascenseur devait se reposer. La gitane Rada. Donc elle, eh bien, elle était un peu ivre. De son nom de jeune fille, Bronia Zolotareva, tout à coup, elle lui a craché au visage avec force, au gardien. Tout le monde est resté stupéfait. Le gardien a essuyé le crachat et a dit d'un ton menaçant à Bronia : « Si tu craches encore une fois, alors je vais... » Et Rada, c'est-à-dire Bronia, lui a recraché au visage une nouvelle fois, tout aussi vigoureusement. Il ne s'agit pas seulement du crachat de Rada, même si elle a dépassé les limites, ce dont Kobzon et Sevastianov voulaient en s'excuser. Mais si tu peux vraiment répondre, il faut proposer de recommencer, car tout se joue là. Parce que tout le monde comprendra que tu ne peux pas, et ils recommenceront forcément. Sous-titre ? La nuit dernière, ils ont attaqué l'île de Kark et l'île d'Abu. Bienvenue, bienvenue à nos missiles à courte portée. Et ils ont fait cela depuis un territoire appartenant à nos voisins. Nous, c'est depuis la terre de notre voisin. Faites attention à l'expression compatissante sur le visage du présentateur de MSNBC. Il déborde littéralement de compassion pour un régime qui, depuis 46 ans, tue des Américains, crie qu'il va nous détruire, finance des terroristes contre l'Amérique partout dans le monde et vient tout juste d'abattre 35 000 manifestants pacifiques. C'est intéressant, voici l'Iran devant vous. Les ayatollahs, les membres du corps, les gardiens qui jettent les homosexuels du haut des immeubles, qui découpent les juifs, y compris les Américains, en morceaux. Ils pensent que les mécréants, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas en Allah à leur manière chiite, doivent croire comme eux et qu'il est interdit de croire autrement. Bien sûr, ce sont tous des chiens sales et ils doivent être exterminés. Mais ils sont habillés comme nous, bien coiffés et, j'en suis sûr, ils sentent bon. Et pourquoi ne sentiraient-ils pas bon ? Les Perses en mettaient des magnifiques. Un empire, alors que les Arabes erraient encore dans le désert et construisaient des huttes en bouse de chameau. Ces attaques nocturnes ont été suivies par nos forces, et il est maintenant clair qu'elles ont été lancées depuis le territoire des Émirats. Depuis 2 endroits situés sur le territoire des Émirats arabes unis, depuis Ras El Khaimah et depuis un point très proche de la ville de Dubaï.
Et c'est très, vous savez, dangereux qu'ils utilisent des zones densément peuplées pour lancer, des missiles contre nous. Soudainement, l'Iran s'est souvenu qu'on tirait sur des zones très densément peuplées. En vérité, les Américains font tout leur possible pour ne pas toucher les bâtiments résidentiels et les infrastructures civiles. Ils ne visent de jamais ces cibles. Mais comme on dit, tout peut arriver. Malheureusement, cela s'est déjà produit 2 fois pendant la guerre. À mon avis, 2 fois. Et l'Iran essaie de frapper les zones densément peuplées en Israël. Mais le MSNPC ne leur posera pas de questions à ce sujet et ne demandera rien sur les tirs contre la population civile. Ils ont une sorte d'accord avec les Iraniens. Ils laissent faire tout ce qu'ils veulent à MSNBC. Et voilà, pareil avec CNN. Tant que cela nuit à Trump, même si cela nuit à l'Amérique, c'est-à-dire à nous tous. Oui, MSNBC a changé de nom pour devenir MSNOW. On a obtenu MSNOW. Mais en changeant de lettre, le fond, disons-le, ignoble, n'a pas changé. Nous allons certainement riposter, mais nous essayons d'être prudents pour ne pas attaquer de zones habitées. Et ce soi-disant journaliste n'a pas répondu à ce mensonge éhonté, il n'a même pas mentionné que les Iraniens tirent sur Tel Aviv et Haïfa. J'ai vécu de nombreuses années à la fois, là-bas et ici, avec des ogives remplies de shrapnel, spécialement conçues pour tuer le plus grand nombre possible de civils. Et à la fin, on a posé à Abbas une question sur la dernière rencontre avec le groupe de négociation américain, après laquelle les États-Unis ont décidé d'arrêter les négociations, jugeant cela inutile, et de commencer des actions militaires. Pourquoi ? Que s'est-il passé ? Pourquoi les États-Unis considèrent-ils que les négociations visaient seulement à gagner du temps ? C'est ce qu'ont dit les interlocuteurs américains. Je comprends bien sûr pourquoi ils disent de telles choses. Ils veulent en effet justifier un acte d'agression totalement injustifié. Donc, ils essaient de se trouver des excuses. Je n'ai jamais dit que nous allions fabriquer des bombes. J'ai dit que nous disposons de 440 kilos de matière enrichie à 60%. Vitkov a rapporté qu'Abbas s'est énervé et a commencé à crier que nous avons 440 kilos d'uranium qui peut facilement être purifié jusqu'au niveau d'une bombe, que l'Iran fera 10 bombes, et c'est alors... Cela, s'il est davantage enrichi, peut suffire à fabriquer 10 bombes comme l'affirment vos propres experts. Donc, nous sommes prêts à y renoncer et à les remettre. Nous sommes prêts à les diluer, à les mélanger jusqu'à des niveaux d'enrichissement plus faibles. Et en disant cela, je voudrais souligner que la concession que nous faisons est vraiment très importante. C'est lui. Il parle maintenant, après presque 2 semaines de bombardement. Il ne l'a pas dit à ce moment-là. Il a dit quelque chose de tout à fait opposé. Mais comment ils l'ont interprété, je ne sais pas. Peut-être par manque de connaissances, peut-être à cause, vous savez, de leur intention de justifier, comme je l'ai déjà dit, un acte d'agression qui ne peut pas être justifié. J'espère vraiment que la véritable histoire de ce qui s'est passé le 26 février à Genève sera bientôt connue du public. Nous étions presque d'accord. Merci, Monsieur le ministre. Pas une seule question sérieuse. Tout cela pour que l'ennemi, et l'Iran, messieurs, et l'ennemi des États-Unis d'Amérique puisse montrer son visage humain. Je pense aussi que MSNBC, ou comment ça s'appelle, MSN Now, CNN et les autres, comme le New York Times, sont aussi des ennemis, pas moins. Et peut-être d'ailleurs pour nous aussi, et encore plus dangereux, que Abbas qui est simplement en service en réalité. Il ment par devoir. S'il y avait une autre situation, il mentirait autrement ou sur autre chose. Le problème de l'Iran, c'est que leur seule stratégie efficace contre les États-Unis, à savoir frapper les pétroliers dans le détroit d'Ormuz, a rendu la Chine furieuse. Et c'est pourquoi le président de l'Iran, qui ne peut pas physiquement arrêter le CGRI, il ne peut pas, ils n'obéissent pas, c'est tout. Pointe. Il le voudrait vraiment, mais il ne peut pas. Il a déclaré ce qui suit. Le secteur financier chinois veut actuellement investir massivement, donc il ne participera pas. Non seulement les Chinois refusent de financer l'Iran, mais en plus ils exigent l'ouverture immédiate de la navigation maritime. En essayant d'antagoniser ou de défier les États-Unis, avec qui s'oppose-t-il réellement ici ? Parlons d'abord des pays du Golfe Persique.
Parce que l'Occident n'autorisera pas ses pétroliers à atteindre la Chine. Les États-Unis prendront le pétrole en échange de celui qui a été bloqué par l'Iran. Et maintenant, cette conséquence les frappe également eux-mêmes. Ensuite, bien sûr, il faut évoquer Pékin, qui désormais ne semble pas seulement changer de position, ou du moins demande la paix. Mais vous devez imaginer, dans le contexte plus large de l'opération, que la fureur épique observe également l'un de leurs principaux alliés militaires potentiels du futur subir une défaite. Pendant ce temps, Pékin les abandonne, ce qui a aussi un impact sur le contexte d'un possible futur conflit mondial à Taïwan. Nous allons en parler. Aujourd'hui, ici, les amis, ce sont encore des événements très intéressants liés à la nouvelle réaction modifiée de la Chine. La Chine a changé de ton. S'il y avait beaucoup de paroles et peu d'actions au début, maintenant les paroles sont devenues complètement opposées à leur première déclaration. Désormais, la Chine accuse l'Iran de bombarder les pays voisins. La Chine désapprouve l'attaque contre un État du Golfe Persique et condamne toutes les attaques aveugles contre des civils ou des cibles non militaires. La tâche urgente est de cesser immédiatement les hostilités et de prévenir toute nouvelle escalade du conflit. Il n'est pas dit que les États-Unis sont l'agresseur, que des Iraniens pacifiques meurent et souffrent. Non. La Chine cherche du pétrole et la fin de la guerre. Je pense que Trump a déjà envoyé des émissaires en Chine. Nous allons aider à arrêter la guerre à Hormuz et vous aider à arrêter la guerre dans le Donbass. Mais nous avons encore un autre front, mesdames et messieurs, qui s'appelle Cuba. L'île de la liberté. Là-bas, il y a la liberté, l'île de la liberté, loin de la liberté. Une île à quelques kilomètres de la Floride. 10 millions d'habitants. Pauvres comme des souris d'église, comme on dit, ou des rats, enfin l'un ou l'autre. Aussi pauvres que des souris ou des rats d'église. Kennedy a essayé de prendre le pouvoir là-bas. Reagan et Clinton ont tenté de les épuiser. Trump a proposé de racheter l'île. À l'actuelle direction, donc à Diaz-Canel, beaucoup d'argent et un départ honorable où il le souhaite. À la famille Castro, l'abandon des poursuites. À la population, une aide financière, dans les finances et la restructuration de l'économie. Diaz-Canel a qualifié la proposition de chantage. Un génocide. Un acte criminel tout en entamant simultanément des négociations avec le département d'État américain. En raison du blocus pétrolier imposé par le président américain Donald Trump qui pousse Cuba plus profondément dans la crise économique. Le président Miguel Díaz-Canel a déclaré vendredi que son pays avait entamé des négociations avec le gouvernement américain, car le pays dirigé par les communistes devient de plus en plus désespéré. В страну не поступало топливо 3 месяца. Díaz-Canel a déclaré qu'il espérait que les négociations éloigneraient les deux rivaux de longue date, je cite, de la confrontation. Trump a arrêté les livraisons de pétrole vénézuélien à Cuba et a menacé d'imposer des droits de douane à tout pays qui vend du pétrole à Cuba. C'est ainsi depuis que les États-Unis ont capturé le président vénézuélien Nicolás Maduro, l'allié le plus important de Cuba. D'un côté, la possibilité pour l'élite de partir ou, en restant, d'échapper à la justice. De l'autre côté, disons, l'appauvrissement du pays jusqu'au point où la nourriture vient à manquer. La nourriture manque totalement et des millions de Cubains affamés et désespérés descendront dans la rue. Autrement dit, les communistes cubains ont le choix. Partir honorablement ou risquer des émeutes, une guerre civile et des destructions. Voici ce que disent les habitants de la Havane. Nous avons touché le fond, on ne peut plus continuer ainsi. Je pense que si cette conversation entre Cuba et les États-Unis trouve une meilleure solution et que Cuba soit mieux préparé, avec plus de chances d'avancer dans ce pays parce que nous ne pouvons plus continuer comme ça. Nous ne pouvons pas parce que la situation à Cuba est très compliquée. Donald Trump, ces dernières semaines, a fait plusieurs déclarations selon lesquelles Cuba est au bord de l'effondrement ou prête à conclure un accord avec les États-Unis. Ils veulent vraiment un accord, tu n'imagines pas. Lundi, il a dit que Cuba pourrait faire l'objet d'une prise de contrôle amicale. Puis il a ajouté, je cite, « Cela pourrait être une prise de contrôle hostile ». Évidemment, dans le style de Trump, il a dit « Nous voulons une prise de contrôle amicale de Cuba. Si ça ne marche pas, alors ce sera une prise de contrôle hostile. » Mais à en juger par le cas du Venezuela, les dictateurs cubains préféreront une vie confortable quelque part ailleurs dans le monde plutôt qu'une mort honorable. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre en examinant ces trois exemples ? L'essentiel, c'est que les experts qui prédisent de grands événements, en se basant sur leur expérience passée et leur raisonnement sur leur capacité à anticiper ce qui pourrait arriver, ne doivent être écoutés que pour se divertir.
Ils ne peuvent en aucun cas prévoir la pensée d'une personne vraiment géniale, car pour prévoir, il faudrait soi-même être un génie. Et eux, même en regardant dans le rétroviseur, ne peuvent pas comprendre ce qui s'est passé. Vous avez remarqué que les critiques de Trump parlent toujours de ce qui va se passer dans le futur en se basant sur ses actions horribles d'aujourd'hui. Mais dès qu'il se passe quelque chose de complètement différent, en général ce que Trump voulait et prévoyait de faire, ils l'oublient tout de suite et se mettent à crier. Et maintenant, regardez, cet idiot, ce maladroit, ce raté, il nous mène encore vers... Et encore une fois, c'est l'imagination ordinaire qui fonctionne. Eh bien, celle de quelqu'un qui essaie de deviner les actions d'un génie. Eh bien, il semble que ce sera toujours comme ça. Ceux qui souffrent d'une aversion pour Trump semblent rester dans leur zone, quoi qu'il arrive. Peu importe que le Venezuela se soit calmé, que l'Iran ne tire presque plus, que Cuba se prépare à une prise de contrôle pacifique, qu'en Afrique on ait cessé de tuer au Rwanda et au Congo, après avoir tué 6 millions de personnes en 30 ans de conflit, qu'en Afrique ils ne se battent plus avec l'Arménie, que le Pakistan et l'Inde se sont arrêtés et n'ont pas tiré. Au Rwanda avec le Cambodge, faisant des dizaines, voire des centaines de milliers de morts. On disait la même chose à propos de tout cela. Mais après que Trump ait résolu le problème avec succès, on l'oubliait immédiatement, et on cherchait un nouveau sujet pour le critiquer et le calomnier. Et ainsi de suite. Des années de conflit. D'ailleurs, plus c'était mauvais pour nous, les Américains, plus les experts, analystes et commentateurs semblaient apprécier. C'est vraiment étonnant d'ailleurs. Vous pensez que Dieu les a frappés en leur retirant la raison. Ou alors peut-être ce sont simplement des créatures répugnantes avec lesquelles il est tout simplement insupportable de partager le même air. Il ne fera rien. Trump n'est pas du tout un maître. Nous savons tous déjà que le superviseur du SKGB est Poutine et que Trump est l'agent Krasnov. Le SKGB et Trump, il a une vision de la politique économique comme celle d'un natif du Midwest du 19e siècle, pour ainsi dire. Il croit aux tarifs douaniers, il croit à la pression, il croit aux guerres économiques, il croit qu'il peut faire du chantage et intimider. Il n'a absolument aucun rapport avec l'économie. Le 47e président célèbre le premier anniversaire de son second mandat en plongeant le monde dans le chaos. Suite. Lorsque l'équipe de Trump avance l'idée qu'ils savent comment gérer de tels projets mondiaux, il ne faut pas tomber dans ce piège. Ce n'est pas du tout le cas. C'est ainsi que nous concluons notre programme de divertissement d'aujourd'hui intitulé « Kidbonota Rontokaetra Ondodet Antonason, un idiot a dit ». Je vous demanderai de m'écrire lequel du fabuleux quatuor vous semble le plus stupide de tous. Enfin, c'est-à-dire lequel d'entre eux est le plus désagréable. Pour vous personnellement. Pour chacun, ce sera différent. Si les 4 sont tout aussi désagréables, mentionnez-le. N'hésitez pas. Bon, d'accord, terminons ici. Et à la prochaine fois. À suivre.